Les fruits du démon de Somers et Gilligan sont révélés pendant que Luffy calme les ardeurs de Loki d'un très léger coup de poing qui va déclencher un nouveau petit flashback entre Harald, Aurudin et Loki, révélant une histoire plus compliquée qu'il n'y paraît dans la famille royale d'Elbaf. Voilà, je vous ai littéralement résumé le chapitre en 3 phrases. Si ce chapitre manque un petit peu de consistance comparé à tout ce qu'on a pu avoir depuis plusieurs mois, de nombreux points particulièrement intéressants méritent d'être relevés dans cette nouvelle review. Qui sera le plus grand et surtout le prochain ennemi des Chevaliers Divins? Comment et pourquoi Shanks est-il l'ennemi naturel de Loki? Vous allez tout découvrir dans un instant. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, votre meilleur Gomu Gomu no like pour soutenir cette vidéo, commentez et notez ce chapitre sur 10 dès maintenant et n'oubliez pas de vous abonner car nombre d'entre vous regardent la chaîne sans avoir rejoint l'équipage. Ce soir on va débrief de ce chapitre avec Nina en live sur Twitch, on vous y attend à 20h et maintenant on va directement aller à l'essentiel des explications, des analyses et des théories de ce 1143e chapitre de One Piece. Les fruits du démon de Somers et Gilligan ont donc effectivement été révélés dans ce nouveau chapitre et pour le coup, il faut le dire, il n'y a pas de très grande surprise. Somers a le Iba Iba no Mi, le fruit des épines. On pouvait déjà se douter de la nature de ses pouvoirs depuis son apparition au chapitre 1140 en remarquant la garde de son épée semblant être une ronce et la rose qu'il porte sur son costume. D'ailleurs, j'avais presque tapé dans le mille dans la review de ce chapitre. La garde de son épée semble avoir des ronces et il porte une rose sur son costume. Alors peut-être que son pouvoir est lié au monde végétal, ce qui ferait un parallèle à Jupiter qui lui est un bon gros ver de terre bien dégueulasse. Du coup il aurait les pouvoirs des ronces, des racines, genre un truc à la Ryukugyu mais un peu plus piquant et dangereux. Donc ouais, c'était plutôt évident mais ça n'en reste pas moins intéressant puisque l'utilisation qu'il en fait écho à ses dernières paroles à la fin du chapitre 1142. L'amour c'est avant tout de se blesser mutuellement. Aujourd'hui il nous explique que grâce à ses pouvoirs il a pu lancer une sorte de maléfice sur les enfants d'Elbaf, les entourant d'épines invisibles. Des épines empêchant alors quiconque de les toucher sans subir une terrible douleur. Son monologue sur l'amour des parents envers leur enfant est d'ailleurs parfaitement représentatif de la cruauté de son pouvoir mais aussi de son esprit totalement sadique. Maintenant je pense que son fruit du démon fera un barrage pour les Mugiwara, notamment 2 d'entre eux qui sont émotionnellement beaucoup plus sensibles que tous les autres. Je parle bien sûr de Sanji et de Nami. Prenons Nami, une particularité la différencie de tous les autres Mugiwara et même de tous les protagonistes en général, elle est terriblement sensible à la cause des enfants. Entre son passé et l'influence que Belle-Mère a eue sur elle, Nami a toujours été la plus investie dans la protection des enfants comme l'arc de Punk Hazard a d'ailleurs très bien démontré. Je ne pense pas que ce soit différent sur Elbaf et le kidnapping des enfants géants va sûrement sonner en elle comme un appel au devoir qu'elle ne pourra pas ignorer et ce, quitte à combattre. C'est pourquoi le dilemme des ronces de Somers risque davantage de s'appliquer à Nami qui va chercher à sauver ses enfants, surtout quand un groupe de ces derniers s'approche dangereusement de la forêt en feu. Par tous les moyens, Nami va chercher et trouver une solution pour les sauver. Et donc, si Nami est en danger, Sanji va inévitablement s'en mêler aussi parce que c'est Sanji, hein. Cependant, et grâce à son corps modifié quasiment invulnérable, lui aussi risque de se sacrifier pour sauver Nami, quitte à subir les ronces lacérantes de Somers. Donc oui, je vois bien un petit build autour de ces personnages face au pouvoir de ce chevalier divin. Mais pour le coup, c'est loin d'être le plus intéressant parce que maintenant, on va parler de Mr. Gillingham. Le fruit de Gillingham est également révélé et là encore, sans aucune surprise, nous apprenons qu'il possède le Ryoryu no Mi modèle Kirin. Donc pour rappel, le Kirin est une créature mythique chinoise qui est un choix assez étonnant d'Oda pour un chevalier divin puisqu'il est censé représenter une image très positive, c'est une bête très bonne en fait, et de le voir attribué à un chevalier divin qui sont le parfait opposé m'étonne toujours beaucoup. Mais bon, là n'est pas le plus intéressant puisque nous découvrons surtout la vraie nature de ses pouvoirs, endormir et donner vie aux rêves. Ouais, je peux pas mieux expliquer son pouvoir en réalité, hein. Somers n'avait qu'à imaginer du sel pour que Gillingham l'endorme et récupère ce même sel du nuage de rêve s'étant formé au-dessus de la tête de Somers. Et oui mesdames et messieurs, ça ressemble beaucoup au nouveau pouvoir de Luffy en Gear 5. Gillingham est capable de créer ce qui n'existe pas en le puisant de l'imagination. Cette révélation donne alors un contexte supplémentaire à l'apparition des monstres d'Elbaf dans le dernier chapitre, là où on pouvait penser, vu la manière dont c'était tourné, qu'ils sont nés des dessins des enfants. Ce n'est pas vraiment le cas. Ils viennent bien de leur cauchemar, c'est Gillingham qui les a endormis, a fouillé leurs songes et a trouvé en eux ce qui aspire leur plus grande peur pour les invoquer. Je ne crois pas l'avoir dit dans la précédente review, par contre on a bien évoqué cette possibilité avec Nina dans notre live débrief sur Twitch. Si vous le souhaitez, la rediff est dispo sur la chaîne secondaire et ce soir on refait un live, donc n'hésitez pas à venir faire un tour. Donc ouais, Gillingham très impressionnant. Il faut quand même noter que le sel créé par les rêves de Somers n'apporte aucune valeur nutritive, c'est juste du goût, hein, et j'imagine que c'est le goût dont se souvient Somers de ce même sel. Finalement, le principe reste similaire à la nourriture créée par le fruit du dessin de Kanjuro ou le fruit du cuistot de Streusen qui sont eux nutritifs mais dont le goût est apparemment atroce. Une combinaison de tous ces fruits pourrait véritablement donner accès à une nourriture agréable et
illimitée, créée par les fruits de Kanjuro et Streusen, et relevée par le goût des songes de celui de Gillingham. Bon, ça j'en ai pas parlé, mais je vais quand même le relever vite fait, mais il est très étonnant qu'Oda ait décidé d'accorder ce pouvoir à Gillingham. Je veux dire celui du Killin qui peut créer par les rêves, puisque cette créature, de ce que j'ai pu trouver à son sujet, n'a strictement aucun rapport avec les songes, les rêves ou même les cauchemars en général. En fait, il y a bien une légende dans laquelle un Killin est apparu dans un rêve de Yen Chengcai, la mère de Confucius, le célèbre philosophe chinois. Mais à part ça, le Killin n'est pas connu pour faire ce que Gillingham fait aujourd'hui. Donc je sais pas d'où il a sorti ce pouvoir, s'il existe vraiment un autre lien que je connais pas ou s'il vient de sa propre imagination à lui, à l'imagination d'un auteur. Si j'ai raté quelque chose dont vous avez connaissance, n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire. Dernier point à aborder concernant Gillingham, promis après on passe à la suite. Suite à la révélation de ce pouvoir, nous avons donc dans One Piece une personne qui peut officiellement endormir et utiliser les rêves les plus enfouis de quelqu'un contre lui-même en créant des créatures, monstres et autres entités. Mais que faire si le seul personnage capable de faire ça dans tout One Piece rencontre l'autre seul personnage de toute l'histoire à n'avoir jamais dormi et jamais rêvé ou cauchemardé? Plus précisément, que donnerait la rencontre entre Gillingham et Barbe Noire, entre la créature du sommeil et le démon n'ayant jamais fermé l'œil? Ce sont les seuls à avoir de telles particularités tout bonnement uniques tout en ayant un parfait opposé. N'est-ce pas là un indice que Barbe Noire et les Chevaliers Divins vont finir par se rencontrer et donc s'affronter? Après tout, c'est loin d'être impensable, sans parler de Teach et Gillingham précisément. De nombreuses occasions peuvent mener l'équipage de l'Empereur et les Chevaliers Divins à s'affronter. Ils font partie d'une force totalement opposée. Barbe Noire est toujours en quête du One Piece, mais il est également en quête des fruits du démon et ceux des Chevaliers Divins semblent assez puissants pour attirer leur attention. Les Chevaliers Divins justement passent enfin à l'action comme s'y attendait très bien Dragon et il serait étonnant que leur chemin ne rencontre pas l'équipage tumultueux du plus dangereux empereur actuel. Bref, il y a 1000 raisons pouvant créer l'occasion d'une rencontre entre l'équipage de l'Empereur et l'ordre des Chevaliers Divins, et donc la rencontre entre Teach et Gillingham. Mais comme je l'ai dit, là où ça devient vraiment intéressant, c'est que la seule personne au monde contre qui les pouvoirs de Gillingham seraient inefficaces, c'est bien Teach. C'est ça qui rend leur rencontre presque aussi évidente en fait. C'est précisément et exactement comme Ener et Luffy, la foudre du dieu de Skypiea pouvait toucher tout le monde, il incarnait une terreur imbattable, pourtant il existait une seule personne dans ce monde qui représentait son ennemi naturel et c'était Luffy, et ils se sont affrontés. Oda a les moyens de mettre la particularité du sommeil si spécial de Teach, qui n'aurait donc jamais dormi de sa vie et donc jamais rêvé non plus, en avant en le faisant combattre Gillingham. Ça serait parfait, mais ça serait encore plus parfait en imaginant que Teach tuerait Gillingham tout en absorbant son fruit du démon. Il pourrait l'offrir à un des membres de son équipage ou de sa flotte, voire le consommer lui-même si jamais il ne se limite pas qu'à 2 fruits du démon, mais en tout cas leur rencontre signerait surtout la fin de Gillingham tué par l'Empereur des Ténèbres. Du coup le temps serait compté pour le Chevalier Divin et serait le premier à mourir de tout leur ordre en affrontant Teach de par son étrange particularité de ne jamais dormir. Alors bon, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de Barbe Noire, ça fait longtemps aussi qu'on l'a pas vu et vous savez très bien qu'il y a toujours une balance entre lui et Shanks. Oda leur donne à tous les deux énormément d'importance et d'une manière assez équitable, donc je me dis qu'après la révélation de Shamrock et donc de la famille de Shanks, Teach pourrait avoir à son tour un lien avec les Chevaliers Divins en les affrontant. On verra bien, mais toujours beaucoup d'espoir en ce goth absolu de One Piece et en sa capacité à tuer les personnages qu'Oda n'oserait pas tuer en temps normal. On passe à la suite de ce chapitre en retournant aux enfers d'Elbaf. Nous y retrouvons donc un Loki en grande difficulté mais qui se fera quand même soigner par Gerd. Comme je vous le disais, au chapitre 1141, sa présence ici n'allait vraiment servir qu'à soigner Loki puisqu'elle est le médecin de l'équipage. Dans peu de temps, Loki sera alors enfin en forme pour combattre les vilaines menaces d'Elbaf aux côtés des autres géants, mais avant ça il faudra quand même mettre les choses au clair avec Airudine car de ce qu'on a pu voir, ils portent tous les deux un lourd passé. Dans un flashback remontant entre 40 et 50 ans, nous pouvons voir Loki, alors enfant, portant le même kanabo que Kaido et Yamato, insulter Airudine de bâtard. Alors oui, dit comme ça, c'est un peu cru, mais malheureusement il n'a pas forcément tort. Nous apprenions récemment qu'Airudine n'est de sang royal que par Harald, sa mère étant une géante d'une autre patrie qu'Elbaf. Leur fils ne peut alors être considéré comme un véritable héritier au trône. Pourtant ce chapitre révèle bien qu'Harald ne faisait aucune distinction, aucune différence entre les deux gamins. Ses fils étaient précieux à ses yeux, il voulait les voir porter un nouvel espoir sur Elbaf, main dans la main. Alors ça veut dire quoi? Déjà que Harald était vraiment bon, voilà, si on avait encore un petit doute qu'il puisse être le traître d'Elbaf, etc. Le flashback de ces gamins ne semble pas du tout aller dans ce sens. Maintenant, j'arrive pas trop à justifier comment et pourquoi Loki était si mauvais avec Airudine. A-t-il été influencé? Ça serait pas étonnant pour un enfant, surtout quand la liaison entre Harald et la mère d'Airudine était mal vue par un peu tout Elbaf. Il y a surtout, et je pense encore beaucoup de non-dits sur leur relation depuis qu'on a appris qu'ils étaient frères et demi-frères au chapitre 1130. C'est la seule case, le seul chapitre expliquant un minimum leur relation. À ce stade, c'est compliqué de savoir qui est en tort ou qui ne l'est pas. Même si
puis pour le coup, Loki, c'est toi le bâtard de parler comme ça à Erudine. Oh, quand même, je l'aime pas beaucoup non plus, mais ça se fait pas. Bon alors, il y a 3 autres trucs à observer sur Loki. Le premier, c'est qu'il dit que personne ne peut soulever Ragnir, ce qui, là encore, rejoint ce que j'ai pu dire dans mes dernières reviews au sujet de cette arme. Si elle n'a pas été retirée à Loki pendant sa détention, c'est parce que personne ne pouvait la porter autre que lui. Tout comme personne d'autre que Thor ne pouvait porter Mjolnir, Ragnir est soit trop lourde pour les autres géants, soit est tellement liée à Loki que personne d'autre, eh bien, ne peut l'utiliser, ne peut la porter. De toute façon, cette arme est unique dans tous les sens du terme. Même chez les katanas, on n'a jamais vu quelque chose d'aussi magique et particulier. Donc, Ragnir fait partie intégrante du mystère de Loki, et on aura sûrement très bientôt la révélation de son vrai pouvoir. Imaginez juste un seul instant que c'est finalement ça, Uranus, l'arme capable d'invoquer la foudre. Alors là, le brain que ça serait, le choc, je vous en parle même pas. Bon, la deuxième chose, c'est qu'on voit enfin Loki sans son casque, et sans surprise encore une fois, il cachait bien de vraies cornes, comme on l'explique à Luffy, c'est la marque des géants antiques, car Loki est aujourd'hui plus proche génétiquement de Oz qu'il ne l'est des géants normaux. Hein. Il tient tout de son père, qui possédait d'ailleurs ses vraies cornes dans le flashback de ce chapitre, on ne sait pas quand exactement, mais dans un futur, il se les arrachera, comme nous l'a expliqué Rod dans le château. Troisièmement, nous découvrons finalement que Loki, et ce depuis sa plus tendre enfance, apparemment, a les yeux bandés. Plus de 40 voire 50 piges que sa vision serait obstruée par des bandages qu'il porte encore aujourd'hui et qui lui donnent, sans son casque, un air incroyable de Illidan Hurlorage, l'un des personnages les plus emblématiques de la licence de Warcraft. Ok, je voulais pas partir dans la théorie qu'il cache un pouvoir dans ses yeux, mais putain là ça va commencer à finir par me convaincre. Quel est le sens de le cacher à ce point-là? Et s'il ne voit vraiment rien, alors n'est-ce pas la preuve qu'il vit de son acquis d'observation depuis sa plus jeune enfance? Est-ce que finalement Loki n'a pas comblé la plus grande faiblesse d'un géant, à savoir celui du manque de mobilité et de l'immense cible immanquable qu'il représente? Non, parce que s'il a acquis l'observation lui permettant de voir dans un futur plus éloigné que la normale, encore plus que Katakuri, eh ben ça rend Loki absolument intouchable. Il peut esquiver toutes les attaques, l'un des plus puissants acquis l'observation ayant jamais existé. Et du coup vous allez me dire, maintenant Goji c'est pas possible, regarde Shanks a quand même réussi à le vaincre, alors il peut pas tout esquiver. Eh ben justement, très bonne remarque les amis. Savez-vous quelle est la particularité de Shanks? Quel est son pouvoir spécial? Comment Oda en personne le renomme? Le tueur de haki de l'observation. C'est dans le databook 4 milliards sorti à l'occasion du film Red qu'Oda note à propos de Shanks qu'il possède une technique avancée du haki des rois lui permettant de contrôler sa propre présence et d'empêcher les autres de voir dans le futur. Vous devez sûrement bien connaître cette anecdote, ça a fait pas mal de bruit quand l'information a été révélée, mais maintenant demandez-vous pourquoi Oda a décidé de nous révéler cette info avant Elbaf. Genre à quoi ça sert de savoir ça à propos de Shanks alors qu'on ne le voit quasiment jamais à l'action et même qu'on le voit jamais combattre vraiment sérieusement tout court en fait. Eh bien cette révélation nous permettrait d'introduire le pouvoir de l'observation de Loki et comment et pourquoi seul Shanks a réussi à le vaincre malgré le haki terrifiant du prince maudit. Vu que Shanks a la capacité d'annuler la vision du futur de ses adversaires, le haki de Loki était purement et simplement inefficace face à lui. Et j'aime trop penser ça, vraiment j'aime trop me dire que c'est grâce à ce pouvoir bien précis de Shanks qu'il a réussi à vaincre Loki, parce que de toute façon soyons honnêtes, Loki ne peut avoir qu'un haki de l'observation phénoménal. Je veux dire que bander ses yeux de cette manière n'est pas qu'un effet de style, pour que finalement derrière, eh bien, il voit normalement comme tous les autres. Non, sinon ça rendrait trop con. La scène de Luffy qui se bandait les yeux pour entraîner son haki de l'observation. Il y a un vrai intérêt derrière. Un truc qui va mener son haki de l'observation dans des sphères que nous n'aurions jamais imaginées. Expliquant comment, même sans voir, il a pu esquiver l'attaque de Luffy aussi facilement ou comment il est parvenu à percevoir le visage de Shamrock et sa ressemblance physique avec Shanks. Et donc le fait que Shanks ait pu le vaincre fait terriblement sens quand on sait qu'il est le tueur d'haki de l'observation. Malgré cette technique hyper avancée, Loki est tombé lui aussi, eh bien sur son ennemi naturel. Bon, je me suis peut-être hypé tout seul, mais maintenant j'attends plus que cette révélation, la confirmation du haki de fou de Loki et du contre parfait naturel en fait qu'est Shanks. Pour finir, parce que ouais, le chapitre est pas ce qu'il y a de plus dense non plus, il faut quand même parler des derniers mots de Loki à son frère Aerudine. Ne me dis pas que tu penses vraiment que je voulais tuer père. Cette phrase est, je pense, assez révélatrice de la situation dans laquelle se trouve Loki. Il n'a pas tué son père et il ne veut pas qu'Aerudine le pense. Elbaf tout entier est contre lui, il n'a plus personne et il doit vivre dans la honte d'un crime qu'il n'a apparemment pas commis. Si on doit toujours se méfier de lui et de sa possible manipulation dont il peut user, aujourd'hui le doute est de moins en moins permis, Loki semble victime d'un complot. On en a assez parlé, vous savez très bien ce que je pense de ça et pourquoi il s'agirait de Yaru le responsable, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, la révélation autour de cet événement arrivera très bientôt en fait, voire même dès le prochain chapitre, mais surtout marquera un nouveau tournant dans l'arc d'Elbaf qui gravite beaucoup autour de Loki depuis quelques chapitres déjà. Donc oui, cette fin de chapitre n'apporte rien de vraiment nouveau, sans grande surprise, Loki ne revendique pas la mort d'Harald. Maintenant, on n'a plus qu'à espérer avoir le fin mot de cette histoire très
prochainement et être enfin sûr et certain de son innocence dans les régicides qui lui est reproché. Et allez, on se retrouve à 2h30 du matin, là, au bureau, pour répondre à vos petites questions sur ce petit chapitre. Comme il y a 2 semaines, finalement, c'était cool. Donc, écoutez, c'est y part. Avec Gunko qui confirme la présence de l'équipage au chapeau de paille sur l'île, penses-tu que d'autres chevaliers divins pourraient débarquer bientôt? En vrai, ouais, ça pourrait, mais je ne pense pas. J'ai pas la sensation qu'un combat contre les chevaliers divins aura lieu alors qu'il y a déjà beaucoup à faire sur Elbaf en sauvant les enfants, en s'occupant de Loki, en s'occupant du feu et j'en passe. Pour être sincère, je vois vraiment l'apparition des chevaliers divins comme l'apparition des doyens sur Egghead. Là encore pas totalement parce que le Gorosei a quand même intenté des actions vis-à-vis des Mugiwara. Ils sont venus se battre. Les chevaliers divins, eux, ne viennent pas vraiment se battre frontalement. Ils veulent juste capturer des gosses. C'est leur plan. Alors attention, je ne dis pas qu'il y aura aucune altercation. Non, parce que justement, je pense qu'il y en aura au moins une. Mais voilà, on n'est pas dans un cas de figure là à la Dressrosa où il faudra à tout prix fumer l'antagoniste de l'arc avant de partir. Tout simplement parce que, je sais pas, ce sont les chevaliers divins qui vont se barrer avant, quoi. C'est tout simplement. Mais non, en tout cas, je pense pas que d'autres vont débarquer. Au contraire, moi, j'aimerais beaucoup pour l'apparition des nouveaux chevaliers divins, parce qu'il y en a plein d'autres qu'on doit découvrir, donc forcément, il y en aura de nouveaux, qu'ils fassent face à des barbes noires, ou des mecs à la Cross Guild, des trucs comme ça. On n'a pas besoin d'avoir tout le temps, tous les événements sur les Mugi, on s'en est tellement détaché pendant longtemps avec les événements de la ruche et tout, que moi je veux continuer de voir le monde à côté et l'action de Chevalier Divin face aux révolutionnaires et tout, ou d'autres empereurs, ça serait absolument génial. Selon toi, Gillingham va tenter et réussir à matérialiser le rêve de Luffy qu'on connaît toujours pas encore, pardon, excuse-moi, bref. Son pouvoir est incroyablement stylé, mais honnêtement mec, et perso, à aucun moment, je ne vois l'intérêt pour Oda, One Piece et ses lecteurs de nous montrer là maintenant et à travers un random le vrai rêve du personnage principal. Genre c'est comme si à la fin de la saison 1 de Breaking Bad, si tu l'as vu, ou en tout cas pour ceux qui l'ont vu, ils auront la métaphore, mais en pleine expansion de son commerce là d'amphétamine, Walter White, il se met à gagner au loto et il abandonne, tu vois. Non, c'est pas possible. C'est pas le but de l'œuvre, tu vois. Alors c'est tout le temps pareil. Oui, je suis pas Oda. Oui, je décide pas de la suite. Aucun problème. Mais vraiment, selon moi, je trouverais ça trop bizarre qu'un tel scénario ait lieu et je me sentirais trahi de fou furieux. Parce que le rêve caché de Luffy là, c'est pas que le rêve de Luffy. Hein, c'est pas seulement le sien. Non, c'est aussi celui de Roger, tu vois. Ça dépasse. Je vais éternuer. Non, c'est bon. Non, ça passe. Non, c'est bon, pas besoin. Ça dépasse le cadre d'une révélation à travers l'utilisation d'un fruit du démon, d'un chevalier divin. Tu vois, ils sont quand même assez random. Faut que ce soit un moment unique et sacré et qui amorce quelque chose d'encore plus grand, tu vois. Donc non, je ne pense pas que ce rêve puisse être révélé par un simple chevalier divin. Et j'espère pas, en tout cas. Salut Goji, selon toi, qui est l'arrière-petite-fille de Jarl et du coup qui pourrait bien être sa femme? Alors pour sa femme, on n'a aucune info, donc même pas besoin de chercher en fait, ça sert à rien. Par contre, pour sa petite fille, son arrière-petite-fille du moins, je dirais que c'est la gamine qu'on voit le plus souvent dans cet arc en fait, celle que Zoro a justement essayé d'attraper dans ce même chapitre. Je dirais que c'est elle parce que c'est celle qu'on voit le plus souvent, on l'a vu donc dans ce chapitre, dans le précédent chapitre aussi, mais elle y était au chapitre 1134, 1135, bref. Cette gamine, elle revient un peu plus souvent que les autres, donc je dirais qu'il s'agit d'elle. Voilà. Et donc pour sa femme, on voit aucune géante âgée malheureusement, donc je préfère pas te donner de fausses infos là-dessus. Ouais. Je préfère savoir si c'est le traître avant de savoir qui est sa femme. Ok, on a notre frérot Chauve Burlesque qui nous demande et qui nous dit « J'ai complètement drop One Piece après l'espèce de transition dans le monde où une partie de l'équipage a été miniaturisée car je le trouvais chiant. Donne-moi 3 bons arguments pour reprendre des scans. » Mon frérot Barbu, je vais me faire un plaisir de te ramener sur le droit chemin. Numéro 1, c'est rapide. Contrairement à ce que tu as pu croire au début de l'arc, qui était, je trouve aussi très long, très difficile, Oda va très vite. C'est pas long, ça s'enchaîne bien, c'est vraiment le giga bien rythmé, contrairement un peu même à tous les arcs qu'on a pu voir auparavant. Ça fait même bizarre pour te dire d'avoir un tel rythme, mais je t'assure que quand tu auras rattrapé ton retard, t'en redemanderas sans le moindre doute. Donc l'arc n'est pas du tout à l'image de ce que tu as vu au tout début. Pas du tout. Numéro 2. C'est passionnant. Alors ouais, ça c'est facile de fou à dire, hein, mais d'un point de vue très global, c'est passionnant de dingue. Voilà, ça parle d'Elbaf, donc déjà un arc préparé et attendu depuis des années, mais ça parle aussi de l'histoire enfouie et antique de One Piece, ça parle de fruits du démon, ça parle de légende, ça parle de fin du monde, c'est passionnant.
Vraiment. En fait, chacun des chapitres, à partir du 1130 précisément, je trouve, apporte quelque chose. Là, tu vas t'enchaîner plus de 13 chapitres avec forcément un truc qui va te fumer le cerveau à un moment donné. Bon, le dernier chapitre, là, le 1143, n'est pas forcément dans cette lignée. C'est le seul que je qualifie de vraiment plus calme depuis 13 chapitres. Mais tu sens que t'es juste dans une, dans une pente montante du grand 8, là. Dans un chapitre ou deux, ça va tout changer, ça va s'envoler et ça se voit direct. Et du coup, numéro 3, le scénario. Alors, ça résonne pas mal avec le deuxième point, mais en vrai, le scénario, la trame de l'histoire et de la problématique d'Elbaf est, je trouve, exceptionnel. Tu le cumules justement au rythme d'Oda et à des dessins qui, je trouve, se sont quand même pas mal améliorés globalement depuis plusieurs chapitres. C'est un plaisir. Voilà. En fait, dis-toi juste que déjà, c'est un plaisir à lire semaine par semaine. Alors là, en 2 heures, t'as tout à rattraper. Tu vas juste tout grailler d'un coup. Non, vraiment, fonce. Mais mets-toi à jour. Et franchement, t'as juste 13-14 chapitres à rattraper. Non, t'en as peut-être un peu plus, mais vraiment moins de 20. Ça se fait très vite et tu verras. Je pense que tu le regretteras pas. T'as pas fait 1126 chapitres pour t'arrêter là devant aux portes d'un arc comme ça. Non. Vas-y, mon ref, fais-le, t'inquiète. Eh ben écoutez les refs, on arrive à la fin de cette courte review. J'espère quand même qu'elle vous aura plu et si vous en avez pas assez, dans quelques heures, on sera en live sur Twitch vers 20h précisément même. Donc vous inquiétez pas, on aura sûrement beaucoup plus à dire à ce moment-là en échangeant avec vous et tout. Donc je vous remercie quand même d'avoir regardé cette vidéo, d'être venu jusqu'à la fin. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne semaine et rendez-vous dimanche prochain pour la nouvelle review du chapitre 1144. Merci à tous, prenez soin de vous et de vos proches. Peace les bros. Waouh. Le peace les bros de Charmeur, dis donc. Eh ben.